Bonjour tout le monde et bienvenue sur les Blast News, bienvenue YouTube, bienvenue Spotify, bienvenue Twitch évidemment, puisque c'est vous qui faites vivre en fait ce format de Blast News, enfin vous le faites tous vivre fort heureusement, et merci de suivre un petit peu partout. Je vous rappelle qu'un concours Instant Gaming est disponible en description pour le mois de juillet, pour gagner le jeu vidéo de votre choix. Sur PC, puisque je le rappelle, il n'y a plus de jeux vidéo Switch sur Instant Gaming depuis que Nintendo arrête de revendre des codes. Voilà, aujourd'hui dans les Blast News, vous avez peut-être très certainement vu le titre, ça va être à 50% du Ubisoft, pour plusieurs raisons évidemment. Alors j'ai trouvé d'autres news hyper intéressantes qui méritent d'être traitées, même si on est plus dans la rubrique faits divers que autre chose, puisqu'on va parler de Yakuza Kiwami 2 qui débarque enfin sur Game Pass. Donc si vous ne connaissez pas Yakuza, c'est une très bonne nouvelle. Je me doute que à balancer les jeux par petite dose, c'est pour laisser le temps aux joueurs de pouvoir se faire la saga, et qu'à terme on va débarquer avec du Yakuza 3, 4, 5 en version remastered qui débarqueront sur Xbox, et du Yakuza 6. Ça pourrait être intéressant, sachant que le 7 est annoncé sur Xbox One aussi. On parlera de la NES en Lego, puisque Lego continue son partenariat avec Nintendo. Donc ils ont annoncé une NES à construire, que je trouve pas folle du tout. On parlera évidemment d'une news que j'ai déjà traitée sur mon TikTok, mais que je n'ai pas traité encore ici, puisqu'une copie de Super Mario Bros sur NES a été vendue aux enchères à Dallas à 114 000 $. Ce qui fait beaucoup quand même, 114 000 $. On verra pourquoi est-ce que ça atteint un chiffre comme ça, et on discutera un petit peu ensemble de ce que ça veut dire pour le milieu du jeu vidéo. Et on attaquera du coup avec Ubisoft et toutes ces Ubisofteries. Puisque déjà dans un premier temps on le rappellera, mais Ubisoft est toujours dans la sauce et a vu une vague de démissions, notamment du numéro 2 d'Ubisoft. C'est important de le noter, puisque contrairement à Ubisoft Forward, on ne va pas éclipser ce qui se passe chez Ubisoft en ce moment, quand même, parce que c'est quand même sacrément grave. Et on enchaînera du coup sur ce qu'ils ont annoncé, notamment Far Cry 6, Watch Dogs Legion, Tom Clancy Elite Squad aussi, et pour terminer Assassin's Creed Valhalla, pour moi en tout cas ce qui étaient les moments les plus forts de cette Ubisoft Forward, avec un autre rendez-vous un peu plus tard cet été qui nous a été donné par Ubisoft. Vous êtes bien sûr les Blast News, on va discuter des news des 2 derniers jours, et j'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. Dans ces Blast News, aujourd'hui, on va parler du coup de la mise à jour du Game Pass. On a à peu près... Non, on n'a pas à peu près. On a parlé de toutes les mises à jour du Game Pass jusque-là. Et on a vu arriver ces différents Yakuza débarquer sur le Game Pass. Et attention, parce que c'est Game Pass Xbox One et Xbox One... c'est le Game Pass Xbox One et le Game Pass PC qui sont concernés, comme tous les Yakuza sortis sur le Game Pass récemment. Je le rappelle, le Game Pass, excusez-moi, le Game Pass PC, c'est 1€ le premier mois, puis 4€ par mois, et vous avez accès à une grosse sélection de jeux, notamment Yakuza 0, qui est donc la prequel à toute la série Yakuza, Yakuza Kiwami 1 et Yakuza Kiwami 2, en attendant que débarquent les autres Yakuza également. Donc Yakuza Kiwami 2 qui arrivera donc le 30 juillet, c'est pas si loin que ça, hein, il y aurait juste 15 jours à attendre, qui va débarquer du coup avec toutes les améliorations, le support des succès on le suppose aussi, et du coup le support PC pour les maîtres courses, les Master Race évidemment, puisqu'il débarquera également sur Steam. Enfin, il est déjà débarqué sur Steam, je crois, Yakuza Kiwami 2. Ouais, il est déjà débarqué sur Steam. Et il va donc pouvoir débarquer sur le Game Pass, ce qui est une excellente nouvelle pour les fans de Yakuza qui souhaiteraient découvrir Yakuza, qui n'ont pas de PlayStation 4, qui auraient une Xbox One, mais qui ont plus surtout un bon petit PC, parce que bon, c'est pas non plus le gros jeu qui va vous réclamer d'avoir une puissance de ouf pour le faire tourner, hein. C'est un beau jeu, on va pas se mentir, mais c'est un jeu qui se fait tourner assez facilement. Donc si vous aviez envie de découvrir des Yakuza, c'est l'occasion ou jamais. Ce sont d'excellents jeux. Par contre, je le rappelle, attention, c'est uniquement en anglais. Voilà, vous pouvez avoir des voix anglaises, des voix japonaises, mais les sous-titres seront uniquement en anglais. Donc voilà, faites attention, vous voilà prévenus. Ce sont des excellents jeux avec une histoire très très bonne, du côté un petit peu de what the fuck à tout bout de champ, parce que c'est ça la licence Yakuza. Mais évidemment, je le rappelle, c'est en full anglais, malheureusement. Voilà.
Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle, hein. On peut continuer dans ces effets d'annonce et on discutera un petit peu plus tard, hein. Je serais curieux de savoir si vous, de votre côté, vous êtes intéressé par les Yakuza. Moi, je continuerai contre vents et marées à promouvoir ce Game Pass que je pense est la meilleure solution pour faire passer la pilule du dématérialisé, en tout cas sur le long terme. Voilà. On va enchaîner directement du coup sur la fameuse NES en version Lego. Moi j'adore Yakuza, vous faites plaisir, hein. La fameuse NES version Lego qui avait été une rumeur, qu'on pensait qu'elle avait fuité, puis on pensait que c'était un fake. Eh bien pas du tout, ce n'est pas un fake, ça a été officialisé par Lego. C'est un partenariat entre Lego et Nintendo pour construire du coup une NES avec sa manette, une cartouche Super Mario Bros et une petite télé avec pas moins de 2646 pièces, s'il vous plaît. La NES est non fonctionnelle, la télé est non fonctionnelle, c'est un objet de décoration avec lequel vous ne pourrez pas jouer. Lego qui retombe du coup dans ses travers d'objets de collection pour une valeur totale de, s'il vous plaît, 230 $, ce qui va très certainement correspondre à 230 €. Voilà. Et alors, contrairement du coup au Mario, des Lego Mario qui avaient débarqué et qui avaient été montrés, je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait ce petit effort, en fait, de juste rendre cette NES fonctionnelle, quoi. Même si dedans on aurait pu imaginer un micro-ordinateur qui aurait fait tourner une petite sélection de jeux sur NES, un petit peu comme votre propre NES Mini à construire. Je me doute que ça aurait été compliqué à manipuler, hein, une manette NES façon Lego. Mais enfin, je trouve ça dommage de ne pas avoir poussé le délire plus loin, quitte évidemment à faire augmenter le prix. Là en l'occurrence c'est un objet de décoration. Alors vous me direz, pour la plupart des collectionneurs de jeux vidéo, une NES fonctionnelle et branchée sur laquelle on joue régulièrement, c'est un petit peu rare. Ça sert de base comme objet de collection, puisque quand on est collectionneur on a une grosse télé et comme on n'a pas forcément envie d'investir dans des OSS, dans des OSSC ou autre chose pour pouvoir brancher nos consoles en HDMI, on a tous notre petite NES Mini, ou si on est un peu plus déter, notre Recalbox dans un Raspberry Pi. Cela dit, je trouve ça quand même dommage, parce que faut être fan de Lego, faut être fan de Nintendo NES, c'est un objet vintage, effectivement. On nous présente du coup la NES comme étant un objet vintage. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Oui, je sais que je suis un peu sombre, mais le problème c'est que j'avais la flemme de mettre de la poudre blanche sur la figure parce que mon nez va très bien en ce moment. J'ai mes allergies qui sont repoussées grâce aux antihistaminiques et j'ai pas envie de les niquer à cause de la poudre blanche qui me fait éternuer. Voilà. Après c'est stylé, je parie qu'Étagère va la prendre. Je ne pense pas. Vous savez, Étagère, sous ses airs de collectionneur de jeux vidéo, vous savez, c'est quelqu'un de très pragmatique dans ses choix et surtout qui en général ne s'encombre pas ou très peu de petits trucs qui peuvent potentiellement la poussière, en tout cas de moins en moins. Étagère a beau collectionner des consoles, il a quand même sa petite Recalbox pour pouvoir jouer à ses jeux dessus. Parce que c'est l'option la plus pratique. Il faut pas se mentir. L'écran est plus petit, non? L'écran de quoi? L'écran de la télé ou l'écran moi? Moi je peux m'agrandir, regarde, hop. Voilà. Coucou à vous. Si t'enlèves un 0 au prix, je prends. Alors, ça reste des Lego, hein. Les Lego, ça reste quand même quelque chose de relativement cher, mon cher. Mais ouais, alors j'aurais pas dit un 0, mais je pense que à 150 balles, j'aurais pu réfléchir. Voilà, je pense à 150 balles, j'aurais pu réfléchir. Là, de 130 balles pour quelque chose de non fonctionnel, je vous avoue, c'est très compliqué pour moi. J'ai du mal à légitimer ça. Déjà que j'avais du mal à légitimer l'existence des Lego Mario, parce que c'est pas marrant, quoi. Ça fait juste du bruit, c'est sonore, tout ça. Bon ok, ça excite des clés devant les yeux des enfants. Autant là, c'est pour le daron qui va s'amuser à construire ça. Et puis, c'est comme un puzzle 3D si vous voulez. Ouais, c'est littéralement un puzzle 3D. Il y a peu d'utilité à ça. Et
Ouais, de la même manière que de foutre son puzzle 1500 pièces, merci beaucoup pour l'abonnement GDLOSK59. C'est super sympa, merci. Au même titre que je trouve ça un peu ringard d'afficher son puzzle 1500 pièces sur un tableau, je trouve ça un peu ringard d'afficher sa NES Lego 2600 pièces dans son salon. Voilà, voilà. On peut enchaîner sur la news qui suit si vous voulez, à moins que vous ayez des petites réactions sur la petite pique adressée à tous ceux qui mettent leur puzzle dans un tableau. Après, bon, bah c'est marrant à construire, hein. Comme les puzzles, c'est marrant à construire. Et du coup, comme les puzzles, je suppose que c'est plus marrant de tout déconstruire et de passer son après-midi à reconstruire. Voilà, voilà. J'aurais préféré que la NES soit fonctionnelle. C'est dommage, hein. Ça aurait été marrant que la NES soit fonctionnelle avec les cartouches d'origine. Allez, on enchaîne. Et parce que c'est de bon ton de rester sur des news avec la NES de Nintendo, eh bien sachez que ce week-end, il y a eu un nouveau record du monde sur une vente de cartouches Super Mario à 114 000 $, ce qui fait tomber le record du jeu vidéo le plus vendu au monde en enchères, qui était détenu précédemment par Megaman, vendu à 75 000 $. Mais alors, mesdames, messieurs, pourquoi 114 000 $ pour une simple cartouche? Eh bien, on va zoomer un petit peu, parce que c'est cette cartouche-là qui s'est fait revendre. Il s'agit du coup d'une cartouche Super Mario Bros originale, sortie sur NES à l'époque. Elle est toujours sous blister, s'il vous plaît, sous blister, et toujours dans sa boîte rigide qui était dans le Supermarché. Non, je n'ai pas encore parlé de Super Assassin's Creed. Non, d'Assassin's Creed Valhalla. Je n'y ai pas encore parlé. Voilà pourquoi est-ce que de base, cet objet est un objet de valeur, puisque, on peut le dire, la cartouche est neuve. Elle est entièrement neuve, et si on ne l'ouvre pas, elle ne vieillira pas. C'est-à-dire qu'elle, là, telle qu'elle est, elle est destinée à rester neuve. Voilà. Cela dit, 114 000 $, ça reste quand même plutôt pas mal. Ça peut choquer, surtout pour un jeu vidéo. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que Super Mario, aujourd'hui, mine de rien, ça va sur ses 40 ans. Super Mario Bros. Oui. Alors Mario Bros est sorti en 83. Super Mario Bros sur NES, il est sorti quand? Je crois que c'est 4. Dans ma tête c'était 81, mais non, c'est pas 81. J'ai un trou de mémoire, hein, excusez-moi. Pourquoi est-ce que je tombe sur Mario Bros alors que j'ai tapé Super Mario Bros? Je ne sais pas. Je ne sais pas. 87. Ouais, ben c'est ça. Hein. 87. Merci beaucoup pour... parce que 85. Je vois 85. Je vois 85. Ça date de 85, Super Mario Bros. Donc oui, on va bientôt sur les 40 ans. Hein. On est sur le dernier tiers de la trentaine de Mario. Enfin, la dernière moitié de la trentaine de Mario. Donc oui, Super Mario Bros va sur sa quarantaine. Ça fout un énorme coup de vieux. Ça devient un objet de collection. Avoir des jeux de cet état-là, ça devient presque aussi rare que certaines œuvres d'art, que certains autres objets de collection, effectivement. Donc, et oui, ça peut monter. Ça peut monter beaucoup, surtout quand derrière, alors malheureusement l'acquéreur a préféré rester anonyme, mais surtout quand derrière, en fait, il y a cette volonté de préserver un patrimoine du jeu vidéo, parce que plus le temps passe, plus on se tourne vers notre passé, et plus on se rend compte que ça devient important de préserver ce patrimoine-là, et vous avez certains collectionneurs, voire même certaines en fait associations qui vont se mettre un point d'orgue à dépenser beaucoup d'argent pour préserver et faire découvrir ces jeux, faire découvrir ces objets, puisque là on parle
essentiellement de l'objet, on parle plus du jeu là en réalité. Parce que Mario Bros, je pense qu'en termes de jeu et en termes d'expérience, grâce au ROM, grâce au Virtual Console et aussi au Nintendo Switch Online, c'est un patrimoine qui est conservé. Mais là on parle de l'objet en tant que lui-même qui peut avoir besoin d'être conservé. Et en tant que amoureux de l'objet, je conçois que ça puisse avoir beaucoup de valeur. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous, de votre côté, vous n'avez pas des trucs un petit peu cachés, toujours sous blister, qui pourraient un jour atteindre ce genre de valeur-là? Alors, ça m'étonnerait que vous trouviez un Mario Bros sous blister comme ça, mais quoique, hein, je vous invite à regarder chez votre grand-mère, chez vos parents, s'il n'y a pas une vieille NES qui reste traînée, genre, on peut imaginer votre grand-mère qui était sur le point, votre mère, vos parents qui étaient à deux doigts de vous offrir une NES à Noël dans les années 80, mais vous avez été de passage, du coup vous avez eu du charbon et cette NES toujours emballée dans son papier cadeau d'origine traîne dans votre grenier depuis on ne sait quand parce que vous n'étiez pas sage. C'est le genre d'histoire qui peut arriver, vous savez, hein. On sait jamais. J'ai un Polaroid, ça compte. Ah, je sais pas, là on est hors de mon domaine malheureusement. J'ai un Dragon Quest 7 sur 3DS, encore sous blister. Ah désolé, je pense pas que dans l'immédiat, je pense pas que ça vaille grand chose, hein. Tu peux toujours attendre 20 ans peut-être pour voir, mais je t'avoue, j'ai des gros doutes, hein. J'ai juste une 64. Non mais vous avez peut-être des petits trésors comme ça, hein, on sait jamais. On sait jamais. Et très honnêtement, 114 000 $, le nouveau record du monde, je pense que ce sera amené à grandir encore, hein. Je pense qu'on peut facilement... D'ici 5 ou 6 ans, pour les 40 ans de Mario, on va pouvoir allègrement dépasser les 200 000 $, si vous voulez mon avis. Voilà. Très, très certainement, on va pouvoir dépasser ça. J'ai vu un Castlevania NES classique sur GBA blisté, ça devrait être bon. Voyons voir, du coup, qu'est-ce que nous en dit eBay. Castlevania classique GBA. Nous on veut des ventes terminées. Non, des ventes réussies, pas des ventes terminées. Ventes réussies. Ouais, je pense que Blisté... Bah tiens, Blisté 9 sous blister, 85 €, c'est pas tant que ça. C'est pas mal, hein, mais c'est pas tant que ça. Mais c'est pas mal. Bah c'est pas tant que ça. eBay c'est pas une référence, c'est le grand n'importe quoi. Bah c'est à peu près le prix sur lequel tu vas pouvoir le vendre ou pas, hein. C'est la vraie valeur des gens qui se font des échanges à mon sens, hein. Voilà. Bon, on va passer sur autre chose parce que c'est du fait divers fondamentalement. On va s'attaquer du coup au famoso Ubisoft Forward. C'est parti. Alors, on va enchaîner du coup sur l'Ubisoft Forward, mais avant d'enchaîner, je vous rappellerai qu'Ubisoft est toujours dans la sauce, que Ubisoft connaît toujours des déboires en matière de harcèlement sexuel et moral, avec son système viriliste imposé et sexiste imposé dans la boîte et mis en œillère par les ressources humaines dans le domaine de la section éditorialiste d'Ubisoft. Voilà. Donc avant de commencer sur le fun jeu vidéo, j'aimerais vous rappeler du coup qu'il y a quand même pas mal de problèmes et qu'il y a toujours une affaire en cours, parce que contrairement à Ubisoft qui essaye de passer le problème sous le tapis, parce qu'on le rappellera jamais assez, mais ils se sont fendus d'un simple communiqué en début d'Ubisoft Forward en disant qu'ils n'en parleraient pas parce que ça a été enregistré en avance, sans jamais mettre le mot sur c'était quoi ces problèmes. Donc on le sent qu'Ubisoft n'est pas très bien et n'est pas très à l'aise là-dessus, donc j'estime que c'est très important de le rappeler à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe exactement là-dedans? Et qu'Ubisoft n'arrive pas à mettre sous le tapis quand même ce gros problème qui, je pense, mérite quand même d'être traduit en justice plutôt que d'être à ce point caché en affaires internes, parce que ça reste extrêmement
grave, donc je le rappelle, un système viriliste et sexiste mis en place dans lequel pas mal de grosses pontes de chez Ubisoft entretenaient du harcèlement, des insultes, du bullying, du bizutage aussi également. Donc c'était pas la bonne ambiance chez Ubisoft. On a déjà eu Maxime Belan qui est parti, on a eu l'autre là, François, je sais pas qui, Berléand ou je sais pas quoi là. Qui a été mise à pied également. Et aujourd'hui, nous avons le numéro 2 d'Ubisoft, donc c'est pas rien non plus, hein, c'était celui qui avait juste en dessous de Yves Guillemot, le grand patron de Ubisoft, qui a été enjoint à démissionner, à savoir Serge Hascoët. Donc Serge Hascoët qui a été forcé de démissionner, puisque responsable du département éditorial qui avait été pointé par les RH. Les récentes allégations apparues au Canada à l'encontre de nombreux salariés ne lui permettent pas de continuer à assurer ses responsabilités. Ubisoft n'a pas été en mesure de garantir à ses collaborateurs un environnement de travail sûr et inclusif. Ce n'est pas acceptable. Tout comportement toxique est en opposition totale avec les valeurs avec lesquelles je n'ai jamais transigé et avec lesquelles je ne transigerai pas. Je suis plus que jamais déterminé à mettre en œuvre des changements profonds afin d'améliorer et renforcer notre culture d'entreprise, a déclaré Yves Guillemot, le CEO d'Ubisoft. Alors que nous nous engageons collectivement à construire un Ubisoft meilleur, j'attends de tous les managers du groupe qu'ils accompagnent leurs équipes avec leur grand respect. J'attends également d'eux qu'ils s'attellent à mener ce changement nécessaire avec comme ligne de conduite ce qui est le mieux pour Ubisoft et tous ses collaborateurs. Voilà. Au moins, vous êtes fixés, il y a du changement, il y a de la mise à pied, mais il n'y a que de la démission, ce que je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de forcer à la démission, parce que comme on l'avait expliqué la dernière fois, une démission, c'est une simple démission. Demain, Mage peut démissionner, c'est pas dramatique, sur une ligne de CV, c'est normal. C'est-à-dire, une démission, tu le fais pour changer d'air, tu le fais pour trouver un autre job, tu le fais parce que t'en as marre de bosser là-dedans. Ça, c'est une démission, c'est une fuite, effectivement. C'est une fuite, c'est un parachute de secours. Une mise à pied, être viré pour faute. Ça, dans un CV, ça compte. Ça, dans un CV, c'est important. Parce que moi, je ne m'inquiète pas pour Serge Hascoët, il trouvera du travail quelque part. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez un des journalistes qui travaille du coup sur la Ubisoft TV qui faisait partie de la Ligue du LoL. Voilà, pour vous dire qu'une simple démission, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que il va attendre que ça va se tasser pendant 6 ou 7 mois. Et puis vous le reverrez ailleurs, je sais pas, chez Electronic Arts, peut-être chez Ubisoft, mais autrement, peut-être chez n'importe qui d'autre, voilà. Parce que c'est comme ça, parce qu'on est sur du copinage, parce qu'on est sur du relationnel et que finalement, ça n'est qu'un débordement. Voilà, cette affaire n'est qu'un débordement. Ne voyez ça que comme un léger débordement, quelque chose qui a fini par se voir, voilà. On continue ? Allez, on continue parce que maintenant il faut parler jeux vidéo, parce qu'on est là pour parler jeux vidéo et qu'Ubisoft malgré tout propose des jeux qui sont parfois intéressants. On continue. Alors, du coup, nous ont été présentés plusieurs jeux pendant cette Ubisoft Forward, notamment la fameuse surprise qui avait leaké et qui est Far Cry 6. Voilà. Far Cry 6 du coup a été montré, a été présenté lors de cette Ubisoft Forward. Alors pas en termes de gameplay, on a juste eu une cinématique d'introduction, que ce soit un trailer d'intro ou aussi ici pour nous mettre un petit peu en lien, pour nous présenter les personnages, pour nous présenter El Famoso Presidente, El Presidente Anton Castillo, qui essaye d'élever son fils, présent ici, Diego Castillo, dans une société qui dirige une main de fer, avec un peuple sur le bord de la révolution qui essaye de le faire renverser. Voilà pour le pitch de base qui nous est présenté. Alors, j'avais été un peu méchant, j'avoue, avec le fait que je trouvais que ça ressemblait à un pitch de Just Cause. Cela dit, s'il y a un truc à montrer du doigt, c'est que... à dire que c'est bien, c'est que ça a l'air d'être plutôt bien fichu, mine de rien. Il y a un propos plus sérieux, entre guillemets, que le lolesque dans lequel Ubisoft avait tenté de s'enfermer. Il y a un ton qui a l'air d'être beaucoup plus sérieux, en tout cas dans ce qui a été montré dans ce premier trailer de présentation de Far Cry 6. Je ne vais pas vous mentir que je trouve le ton en tout cas intéressant.
À voir comment ça va se jouer en termes de gameplay, si ça peut être cool ou pas, si ça reste un Far Cry comme on a pu en voir jusque-là, avec des trucs à Ubisofté à droite et à gauche, comme d'habitude. Cela dit, encore une fois, le ton semble plus sérieux. On n'est pas sur quelque chose avec un fou furieux, un petit peu lol, comme on avait pu avoir dans Far Cry 3-4. On n'est pas sur un mec complètement narcissique et des spots mégalomanes, comme on a pu avoir dans le 5 et complètement fanatique de religieux. Non, là, ça m'a l'air d'être vraiment un lourd propos qui pourrait être intéressant à voir si derrière, évidemment, le gameplay suit. Hein. Faut pas que derrière on nous mette un truc assez standard, même si je me doute que ça va être à base de camps à libérer en tant qu'acteur de la révolution. La problématique, cela dit, et c'est une problématique qu'on va retrouver dans tous les jeux qui ont été présentés sur Ubisoft Forward, sauf le Tom Clancy's Elite Squad, c'est l'abandon d'Ubisoft à tenter de créer des personnages, des héros fort. Voilà. Moi, je me suis maté tous les trailers pour préparer ces Blast News. Il y a vraiment un abandon sec et nerveux d'Ubisoft à tenter de créer des héros intéressants. Du coup, on maximise tout sur le méchant. Le problème, c'est que pour moi, un bon méchant, ça doit être quelqu'un qui fait chier un héros. Un héros charismatique se nourrit d'un méchant et c'est difficile de créer un héros extrêmement charismatique sans derrière avoir un méchant extrêmement charismatique sans derrière avoir son pendant du bien. Voilà, donc on n'a qu'un méchant. C'est le méchant qui porte les jeux Ubisoft aujourd'hui, mais on n'a aucun héros qui vient ici en contrebalance. Et je trouve ça, mais absolument terrible. Alors c'est peut-être une astuce pour que le joueur soit immergé dans son œuvre. Le problème c'est que dans ce genre d'œuvre où on est absolument immergé, où on est un héros assez random, le méchant c'est pas non plus le plus vénère quoi. C'est vous prenez Skyrim, bon Alduin c'est un grand méchant terrible, mais c'est pas le mec c'est pas le méchant le plus charismatique du monde, Alduin. Donc je trouve ça terrible. Alors aussi charismatique a l'air d'être notre cher Gustavo Fringe, il n'y a pas de pendant héros. Alors ça se verra sur Watch Dogs Legion. Et Watch Dogs Legion, pour moi, c'est aller encore plus loin dans cette idée d'aveu d'échec de faire un héros charismatique. Pourquoi ? Parce que vous en avez plusieurs. Vous avez plusieurs héros dans Watch Dogs Legion, vous avez plusieurs personnages, c'est même plus des héros, c'est des personnages. Et c'est là, alors je trouve ça intéressant dans le sens où on essaye de faire jouer la ville contre le méchant, et on retrouve encore cette idée d'un héros, enfin d'un méchant, un méchant très méchant, charismatique, autoritaire, qui impose une loi de fer dans son monde, en l'occurrence Londres, mais qui du coup n'a pas vraiment de force d'opposition, si ce n'est la ville elle-même qu'il essaye de mater. Et autant l'idée d'essayer d'avoir plusieurs manières, parce que du coup vous avez un trailer cinématique qui vous présente les différents personnages que vous pouvez jouer et les différents styles de jeu qui vont se répercuter, que ce soit dans l'action, que ce soit dans l'infiltration, que ce soit dans la discussion avec parfois du lol, parfois du serious business, parfois du ultra badass avec l'espèce de hitman qu'ils ont clairement appelé un hitman, hein, qui ressemble beaucoup à un hitman, qui agit comme un hitman. Il n'y a pas vraiment de charisme qui se dégage de ces différents personnages. Ils sont censés représenter la ville de Londres, ils sont la ville de Londres, mais au-delà de ça, est-ce que moi j'ai envie d'incarner une ville ? C'est ça la question aussi. Le jeu sera peut-être même très bien. Je vous avoue que dans le lot, c'est celui qui m'a le plus surpris parce que je m'attendais pas à ça. Ça a l'air très marrant. À voir comment est-ce que ce sera géré dedans. Cela dit, encore une fois, en termes d'implication, je trouve ça dommage que Ubisoft. Après, on parle de moi. Hein, je suis un amoureux des personnages. Je sais pas si vous savez, mais j'ai une série sur Iconoclast qui s'appelle Icône, qui parle de personnages, qui parlera de jeux vidéo aussi bientôt. On pourra en parler si vous voulez vite fait si on a le temps.
Et je trouve ça dommage que... Ouais, il y a un abandon du personnage. Il y a un abandon du héros. Très clairement. Il y a un abandon du héros. Ça s'est un peu moins vu. Tentative de mettre en avant Alors... À mon sens, tentative ratée, mise à part pour Sam Fisher, mais avec Tom Clancy's Elite Squad qui sortira sur iOS et Android et qui a été annoncé aussi, de réutiliser les quelques rares, on va dire, mascottes, égéries, personnages phares de chez Ubisoft pour en faire un jeu fourre-tout, crossover de différents jeux. On retrouve, alors moi dans le lot, il n'y a que Sam Fisher que je connais, qu'on verra sur la fin, mais sachez que chacun des personnages sont des personnages forts que l'on retrouve dans Rainbow Six, Division, Ghost Recon et Splinter Cell. Du coup, Splinter Cell, vous voyez qui c'est. Il arrive à la fin avec Sam Fisher. Voilà, on le voit, hein. D'ailleurs, je vous avoue, c'est assez badass quand il débarque. On va pas se mentir. Mais ça montre aussi quelque part que les héros sont assez random. Je suis pas hyper d'accord avec ça, regarde les Call of, dans tous les modes campagne, tu contrôles plusieurs persos qui ne sont même pas des héros, mais rien de plus que des militaires qui font leur taf, et pourtant certains sont rentrés dans l'inconscient collectif. Tu vois Price, ouais mais tu vois Price, tu dis Call of, tu vois Ghost, tu dis Call of. Oui, mais après t'as un personnage. Là je te parle de Watch Dogs avec plusieurs personnages en même temps. Après tu joues la ville, tu joues la ville, voilà. On peut avoir un assassin dans un jeu de shoot. Oui, on peut avoir un assassin dans un jeu de shoot, regarde. Il est présent ici. Bref. Du coup, où est-ce que parce que j'ai perdu mon fil. Oui, alors Tom Clancy Elite Squad qui a été présenté aussi, qui a l'air sympathique, sympatoc. Je vous avoue de voir que ça a été sur iOS et Android, ça m'a un petit peu refroidi aussi, hein. C'est dommage, ça avait l'air sympa. Assez générique, hein. Je vous cache pas que quand j'ai vu les personnages courir, j'ai fait « Hey !» Bonjour Fortnite. Hey. Eh mais je vous ai déjà vu chez Epic Games. Quand j'ai vu leur gueule, oui Hey. Mais c'est Fortnite. Oui bon écoutez, je me marre tout seul. J'ai pas mon compère mage pour rigoler à mes blagues. J'ai pas mon compère mage pour rigoler à mes blagues. Alors par contre du coup, là où il y a plus un accent qui est mis sur un héros, encore une fois, même si on s'y perd un petit peu, et que du coup c'est plus l'univers qui va jouer, et putain par contre Ubisoft les gars, oh, ça commence à se voir que vous mélangez des univers à droite à gauche, hein. Ça commence à se voir. Je suis désolé, là vous prenez Assassin's Creed, vous le tapez très fort pour qu'il oublie qui il est, hein. C'est genre vraiment vous le tabassez. Une fois qu'il a été suffisamment tabassé et qu'il a oublié qui il était, il ressemble plus à rien. C'est-à-dire la gueule elle est boursouflée de partout, il faut faire de la chirurgie esthétique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une photo de Geralt de Rive, on appelle le meilleur chirurgien esthétique que vous pouvez, vous lui faites pousser ses cheveux, vous avez un Geralt de Rive, vous prenez une once de Skyrim pour le côté viking, etc. Évidemment vous prenez God of War qui a très bien marché pour tout ce qui va être le combat à la hache, etc. Et vous avez Assassin's Creed Valhalla. C'est-à-dire que le gars il connaît son prénom mais il connaît pas son passé, et il sait ce qui se fait aujourd'hui. C'est terrible, c'est absolument terrible. Le jeu a l'air bien, hein. Le jeu, encore une fois, a l'air très très bien. Par contre, putain, mais quel manque d'inspiration. Je suis désolé. Vous faites de bons jeux, mais ça commence à se voir, Ubisoft. Ça commence à se voir. Il y a des microtransactions pour chevaucher des poneys arc-en-ciel. Je me doute qu'il va y avoir des microtransactions pour chevaucher des poneys arc-en-ciel dedans aussi. Assassin's Creed a touché le point Final Fantasy, le moment où ça devient juste un nom pour une série de jeux sans lien d'histoire ou de gameplay. Exactement, on y est. Le jeu a l'air bien, mais c'est Skyrim avec... Alors, il y a des bonnes idées, hein. J'adore le côté de développer sa colonie. Je trouve que l'idée de ne plus avoir vraiment de quêtes annexes fixe sur une map, mais que les quêtes annexes viennent à toi, ça va renforcer le côté exploration. Et plus ça va, et plus je me rends compte que ce qui m'amuse le plus dans un open world, c'est l'exploration, et que j'ai envie d'être poussé à l'exploration et pas forcé à explorer, parce que c'est un petit peu ça qu'Ubisoft fait avec la plupart de ses jeux, c'est de forcer à partir à l'exploration. D'ailleurs,
j'aimerais revenir sur un point parce que c'est un petit peu cette sensation-là, c'est qu'Ubisoft essaye quelque part, malgré quelques petits points noirs que j'ai pu voir à droite et à gauche, sur les jeux qui ont été présentés, Ubisoft tente de les singulariser. J'ai vraiment eu cette sensation-là, pour une fois, sur les 4 jeux que je vous ai montrés, 3 hein, pour les plus vénères, parce que c'était un peu la blague de présenter Tom Clancy's. J'ai vraiment eu l'impression, et ça c'est positif, qu'Ubisoft a tenté de singulariser chacun de ses jeux. Far Cry 6 a l'air de vouloir montrer des propos qui sont lourds, a l'air de vouloir montrer une narration qui pourrait être intéressante, même si centrée sur le méchant. J'ai pas vu de gameplay, donc je peux difficilement me prononcer sur plus que ça. On en saura peut-être pour la prochaine fois. Watch Dogs a l'air de vouloir se centrer sur le gameplay et sur les différentes manières d'évoluer et de jouer avec ces environnements. Ça lorgne un petit peu du côté d'un Hitman pour les nuls, mais ça avait l'air hyper intéressant. Tandis qu'Assassin's Creed Valhalla a l'air de vouloir s'orienter vers pousser les joueurs à l'exploration. On peut trouver un milliard de problèmes dans cette méthode de communication. Le fait que quand même, mine de rien, cette fin d'année, début d'année 2021 va être extrêmement lourde en matière de jeux vidéo proposés. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver d'un coup et essentiellement d'Ubisoft aussi. Cela dit, je tiens quand même à reconnaître qu'il y a une volonté de singulariser chacun des jeux, et c'était un des trucs qui me saoulait le plus chez Ubisoft, c'était cette sensation de jouer en tout cas au même jeu à chaque fois. Peut-être que dans le fond du fond on retrouvera toujours cette manière de faire qui est assez semblable d'un jeu à l'autre, hein. Peut-être que fondamentalement ça n'aura peut-être pas changé, mais en tout cas aux premières apparences je suis assez rassuré. Ça a l'air d'être 3 jeux bien différents. Voilà. Il y a quoi se rassurer là-dessus. Même du côté de Watch Dogs Legion, je me dis que d'avoir reporté les jeux, eh bien ça... D'avoir reporté le jeu, ça a l'air d'avoir fait du bien. Et il est passé où Beyond Good and Evil? Peut-être pour la PS6, hein, qui sait, mon cher. Ça a l'air, oui attention c'est tout, hein, ça a l'air d'avoir été différent. Concrètement, du coup, pour ne pas avoir suivi du coup l'Ubisoft Forward, encore une fois, ça a l'air d'être intéressant. J'ai hâte d'avoir manette en main parce que c'est un peu les rois de la poudre aux yeux Ubisoft aussi, c'est-à-dire qu'ils t'en envoient plein les yeux, tu commences à être hypé et une fois manette en main, tu dis ah, c'est un peu chiant quand même, hein. Alors pour Assassin's Creed Valhalla, il y a aussi, ils ont annoncé qu'il y aurait moins de trucs à drop, voilà. C'est un des trucs qui a été noté aussi beaucoup par ceux qui ont fait les premières previews, etc. Il y aura moins d'items à drop. Voilà. C'est une bonne chose aussi. Plus porté sur l'exploration. Donc voilà. Pourquoi pas. Tous ces jeux qui ont été présentés, à part Tom Clancy's Elite Squad qui sortira sur iOS et Android, sortiront sur PlayStation 4 et Xbox One, mais également sur PlayStation 5 et Xbox Series X, avec un Smart Delivery gratuit pour les 2 versions. Donc c'est important de le noter et c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne chose de l'avoir rappelé pour les fans d'Ubisoft. Contrairement à Touquet, les Smart Delivery des jeux Ubisoft seront gratuits. Si vous n'avez pas les moyens de vous prendre une PlayStation 5 ou si vous l'avez précommandé pour Noël et que vous l'attendez comme cadeau de Noël, rassurez-vous, vous pourrez prendre votre Assassin's Creed Valhalla sur PlayStation 4, y jouer sur PlayStation 4, et une fois que vous aurez votre PlayStation 5, y jouer sur PlayStation 5 sans avoir à dépenser d'argent dedans. Même chose du côté de Xbox, vous l'achetez sur Xbox, Smart Delivery, Xbox Series X. Voilà, c'est gratuit. Derrière, on a eu évidemment le panel des différentes versions de jeux Ubisoft. La version standard qui vous coûtera 60 balles. La version avec Game Pass qui vous coûtera 80 balles. La version en Ultimate qui vous coûtera 120 balles et qui comprend je sais pas quoi, hein, des maps en plus ou la promesse d'avoir des trucs en plus du Season Pass. Et évidemment la Collector à 150 soit 60 balles qui vous offre des items en jeu en plus, ainsi que la fameuse petite statuette qui fait du strabisme dans Assassin's Creed Valhalla. On a beau critiquer, ça reste quand même des collectors qui sont plutôt pas mal, surtout si vous aimez les petites statuettes. Personnellement, je m'en passerai. Voilà, mais du coup c'est là que vous vous doutez que
peut-être qu'Ubisoft n'a pas besoin de proposer un Smart Delivery payant, puisque derrière, ils ont déjà plusieurs versions de leur jeu avec Season Pass ou sans Season Pass. Quel jeu n'est pas Smart Delivery sur PS5? Actuellement, c'est NBA 2K21 qui n'est pas Smart Delivery. C'est-à-dire que si vous voulez acheter la version Smart Delivery, entre guillemets, il va falloir vous débourser 100 balles pour NBA 2K21 si vous voulez y jouer sur PS4 et y jouer ensuite sur PS5. Voilà! Eh bien écoutez, c'est la fin de ces Blast News où j'étais en solo. On est allé assez vite, mine de rien, je suis plutôt content. Et il me reste encore un petit peu de batterie. Moi derrière, je vais aller retourner travailler en solo. Puisqu'on est peut-être le 14 juillet, mais moi je dois quand même bosser un petit peu si je veux ne pas être trop en retard. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'étais pas tout seul pour parler. Mage, je le rappelle, était parti du coup faire un rendez-vous. Il avait un rendez-vous avec le kinésithérapeute pour lui remettre le dos droit. Voilà, donc là actuellement, non peut-être pas actuellement, c'est peut-être déjà passé, mais pendant que nous on s'amusait à discuter, Mage était en train de souffrir, puisque chacune de ses vertèbres devait être replacée manuellement. Voilà, donc petite pensée à Mage qui du coup peut-être est allongé sans pouvoir se lever actuellement, mais c'est pour le mieux. Des bisous tout le monde et je vous dis à la prochaine, ciao.